Allez, c'est parti. Bon, bonjour tout le monde, merci d'être venus nombreux. Pour attaquer, je vous commence de se mettre dans le bain avec un petit jeu. Donc sortez les téléphones. Vous pouvez directement scanner. Je vous laisse scanner. Ok. Bon, ça va permettre de se mettre en jambe et surtout d'en apprendre un peu plus. Ok, j'ai 12 joueurs. 14. Il y a 4 ou 5 petites questions, hein, c'est très rapide. Plus vous répondez vite, plus vous gagnez de points. On se met en jambe avec un petit challenge. Allez, c'est parti. Première question. En France, un commercial passe la majorité de son temps à vendre. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Il y a eu des études sérieuses là-dessus. Vous avez 25 secondes à chaque fois par question. Il y a 2 personnes qui n'ont pas répondu, a priori encore. Une personne. Allez, il reste 2 secondes. Oh! Eh bien, effectivement, c'est faux. Ouais, sinon la question était facile. Il y a des questions plus difficiles. Je ne vais pas commenter toutes les questions, mais celle-là, elle est intéressante. Il y a une étude qui est sortie en 2021 ou 2022. Et en France, en moyenne, un commercial passe 58% à faire de la non-vente. Donc, il passe du temps, soit en rendez-vous client, non, justement, en rendez-vous client, c'est de la vente, mais soit en administratif, soit à chercher des infos, soit à faire des trajets, soit à faire quelque chose, en tout cas, qui ne permet pas directement de vendre. Donc, plus de la moitié du temps n'est pas fait pour de la vente. Maëlle Bernard, bien joué. T'es première, mais ça peut vite changer. Quel pourcentage des commerciaux avouent recycler des bouts de propositions commerciales sans vraiment les adapter? Personne fait ça. On repart de zéro à chaque fois. On est honnête. Solide. Effectivement. Pareil, il y a une étude là-dessus. Alors, ça vaut ce que ça vaut. Alors, c'est plutôt... je crois que c'est une étude américaine. Mais effectivement, parmi ceux qui l'avouent, les 2 tiers admettent qu'effectivement, ils réutilisent et ils changent à peine le nom. Et des fois, ça crée des petites catastrophes. Ah, détrôné Maëlle. Question numéro 3. Quel est le facteur le plus déterminant pour gagner une affaire commerciale? J'espère qu'il y a une majorité de commerciaux ou de commerciaux en devenir dans la salle. C'était une petite question piège parce que tout était valable en fait. Mais globalement, créer une relation forte avec le client, j'aime beaucoup cette réponse parce qu'effectivement, ça demande... ça veut dire une chose, ça veut dire qu'il faut passer moins de temps à être derrière son ordi et plus de temps à être avec son client. Et c'est un peu l'objectif de ce qu'on va voir juste après. Waouh, Cédric. Belle série. Ah, il y a des bugs avec le jeu? Bon, Cédric, on ne sait pas si vraiment tu es le meilleur, du coup. Il y a peut-être plusieurs Cédric après. Allez, dernière question. Dans une démarche input, output, outcome, qu'est-ce qui correspond le mieux à l'output? Un poil plus technique, celle-là. Allez, 4 secondes.
Ah, il y a une majorité de mauvaises réponses. Il y a une confusion entre output et outcome. Effectivement, l'output, c'est le résultat produit. C'est la sortie directement de ce qu'une machine nous propose. Ok, qui est le grand gagnant? Loïc. Loïc. Bah, félicitations. Félicitations. Il y a, je crois, 3 autres questions. Donc là, on sort du quiz. Là, ce qui m'intéresse, c'est voilà, pour en apprendre un peu plus sur vous. Donc c'est un sondage, hein, il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est juste pour savoir combien de temps passez-vous en moyenne à rédiger une proposition commerciale, produire un devis ou un compte-rendu de réunion. Ça peut être valable aussi pour des réponses à appel d'offres. Hein. Voilà, proposition commerciale au sens large. Ok, on a une majorité de 1 heure. On a un peu de plusieurs jours, de 4 heures, ok. Ben, 1 heure parce que c'est des copier-coller de propositions commerciales, c'est ça. Il faut réadapter. Ok. Je ne sais pas s'il reste encore des réponses à... Il en manque 4, 5, mais après c'est peut-être du bug. Ok, donc on a une majorité de 1 heure et un peu de 2 à 4 heures. Je crois que le temps moyen, ça se situe autour de 3-4 heures en France. Ok, une autre question, si vous pouvez gagner 2 heures par propos, alors parmi ceux qui mettent moins d'1 heure, il n'y a pas grand-chose à gagner. Pourquoi vous l'utiliseriez-vous? Passer du temps client. Bon réflexe de commercial, ça. Ah, il y a des réponses CRM, hein. Je m'y attendais pas. Finir plus tôt le vendredi, bon, ça, logique. Ok, passer du temps client. Parfait. Je crois que c'est la dernière question. Si vous utilisez déjà des outils d'IA au quotidien, IA génératif, ou pas que d'ailleurs, c'est surtout pour quoi? On retrouve à peu près toujours le même genre de réponse. Effectivement, on a souvent une majorité de rédaction. Rédaction des mails, textes. Ah, du visuel aussi. Et produire des documents métiers. Ok, bon, l'objectif, vous l'avez compris, hein, c'est que d'ici moins d'1 heure, ça doit prendre la majorité. Ok, merci d'avoir joué le jeu. Je reviens là-dessus. J'en connais un peu plus sur vous. À moi de me présenter très brièvement. Je m'appelle Fabien Serra, j'ai 33 ans et avec mes associés, j'ai cofondé une boîte qui s'appelle Tizi. Tizi, c'est un cabinet de conseil tech qui est spécialisé dans tout ce qui est CRM, intelligence artificielle et cloud. Le point commun entre tout ça, c'est la data. Moi, personnellement, je travaille beaucoup je fais ce qu'on appelle la data science, ce qu'on appelle un data scientist. Je travaille beaucoup avec du machine learning et du deep learning, ce qui est un sous-ensemble de l'intelligence artificielle. Mais ce n'est pas ça qui vous intéresse aujourd'hui. Il y a beaucoup de cas concrets, ça paraît assez lointain, machine learning, deep learning, etc. Mais en fait, c'est assez utilisé dans les usages du quotidien. Si jamais ça vous intéresse, on en prendra peut-être un petit moment plus tard dans la journée pour en parler. Parce que ce qui vous intéresse là, ça n'est pas de parler du machine learning, j'y reviendrai, c'est la promesse que j'ai à vous faire, qui est qu'aujourd'hui, vous allez repartir avec une méthode simple, structurée et duplicable pour créer votre assistant IA sans être expert technique. C'est particulièrement adapté aux commerciaux, mais en fait pas que, vous allez le voir, puisque encore une fois, c'est une méthode qui peut s'adapter et qui peut marcher pour les chefs de projet, qui peut marcher pour beaucoup de métiers à partir du moment où on a de la donnée brute, on va le voir juste après, et où il faut, à partir de cette donnée brute, produire des choses. Là, en l'occurrence, ça marche très bien. On va prendre l'exemple de la proposition commerciale ou du devis. Je ne vais pas faire la démo d'un produit, je ne vais pas parler d'un produit ou d'un énième outil d'IA parce que ce que j'ai à proposer aujourd'hui, c'est plutôt une méthode qui utilise des outils, mais à la rigueur, ce qui compte, c'est vraiment la méthode. Pourquoi? Parce que les outils changent, et vous avez dû le remarquer depuis 3 ans où on parle beaucoup d'IA générative, les outils changent sans cesse. Chaque matin, il y a une nouvelle révolution, on a l'impression que la révolution d'hier est déjà obsolète. Par contre, quand les outils changent, la méthode, elle, reste.
La méthode, il faut la voir comme, donc ce qu'on va voir juste après, il faut le voir comme une raffinerie. C'est pour ça qu'il y a ce petit picto là. Il faut le voir comme une raffinerie, c'est-à-dire que l'objectif d'une raffinerie, c'est on prend en entrée, on a vu tout à l'heure l'input, output, outcome, on prend en entrée de la donnée brute, on la passe dans une succession d'étapes, hein, donc la fameuse méthode qu'on va voir juste après, et l'objectif, c'est que ça nous donne on veut passer du minerai à l'or. Voilà. Ça nous donne la matière la plus raffinée possible qu'on puisse, dans le meilleur des cas, envoyer telle quelle au client. Pourquoi on parle d'input, output, outcome? Parce que c'est des concepts qu'il faut maîtriser, c'est assez simple, hein, mais c'est des concepts qu'il faut maîtriser pour comprendre qu'est-ce qu'on va utiliser à quel moment. Et en fait, vous allez le voir, la méthode, finalement, c'est un jeu d'aller-retour entre l'input et l'output. L'objectif, c'est que tout soit structuré. Hein. L'entrée, il faut qu'elle soit structurée. La sortie, il faut qu'elle soit structurée, de manière à ce que la sortie puisse redevenir l'entrée, et ainsi de suite. Et par un jeu itératif comme ça d'aller-retour, on arrive petit à petit au résultat qu'on veut. L'outcome, quant à lui, pourquoi c'est important aussi de le prendre en compte, c'est qu'on ne parle pas d'une IA qui va tout faire à votre place. Ça ne marche pas. On arrête la désillusion par rapport à ça. On parle de l'IA qui va prendre une partie du travail qu'on devrait faire par ailleurs pour aller plus vite, gagner du temps, gagner en confort. On va le voir juste après. L'outcome, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'humain doit être en supervision à chacune des étapes. Et ça va être, donc c'est hors méthode, ça va être à vous de définir comment je mesure cet outcome. Donc l'outcome, pour le dire rapidement, c'est les impacts et les bénéfices qu'on est en droit d'attendre par rapport à la sortie qui a été générée. Donc pour faire très simple, on va le voir après, donc je ne vais pas me mélanger, mais gardez en tête que l'humain, votre place, le commercial, il est là en tant que superviseur et il ajuste au fur et à mesure des étapes successives. Concrètement, qu'est-ce que ça doit nous apporter? On parle beaucoup de gains de temps, de gains de productivité, de gains de performance, mais il n'y a pas que ça. Ce qu'on cherche, c'est effectivement, comme je le disais avec ma raffinerie, c'est de passer du brut au raffiné de la manière la plus simple, la plus structurée, la plus standardisée et la plus, on va dire, automatisée possible. Ça va nous permettre également de disposer d'un langage commun. Que vous soyez seul commercial et que vous ayez à faire 10 propals dans l'année, ou qu'il y ait une équipe de commerciaux, c'est hyper intéressant d'avoir un langage commun, que ce soit standardisé, parce que le pire cauchemar, ce serait d'avoir à refaire systématiquement tout de zéro. Ou alors, si dans le cas où on a une équipe, par exemple, de 10 commerciaux, ce serait, je pense que certains d'entre vous l'ont déjà vécu, si on a 10 commerciaux qui répondent chacun d'une manière différente, ça peut poser problème. Donc là, ça nous permet d'avoir une base et donc un langage commun entre tout le monde, ou de soi, ou envers soi-même si on est le seul à produire les documents. Ce qu'on veut que ça apporte également, c'est de l'énergie de cerveau préservée. Encore une fois, ça ne va pas tout faire à notre place, hein, vous n'attendez pas à de la magie non plus, ou alors souvent c'est décevant, mais l'objectif c'est qu'on recentre précisément, on vient placer les outils et la méthode au bon endroit, on vient placer l'humain au bon endroit et on recentre où est-ce qu'on met de l'énergie, au bon endroit, là où l'humain est le meilleur. Et enfin, et ça c'est très important, parce que ça va sécuriser la démarche, ce qu'on va chercher à faire, c'est de détecter les angles morts. On va chercher à extraire les non-dits, on va chercher à extraire les signaux faibles, on va chercher à sortir les opportunités qui ne sont pas explicites et qui ne sautent pas aux yeux. Ça, un commercial expérimenté sait le faire, même si ça lui demande de l'énergie. Un commercial débutant va avoir plus de mal. Et bien là, avec une méthode, on apporte tout de suite quelque chose qui est structuré pour détecter ces fameux angles morts. Des conférences et des ateliers sur l'IA, j'en ai vu beaucoup, peut-être que vous aussi, il y a peut-être d'ailleurs une grosse lassitude par rapport à ce sujet. C'est pourquoi je voulais, avant de commencer, vous rassurer sur 4 points. Parce que moi, j'aurais aimé être rassuré sur ces 4 points. C'est en quoi ça peut être efficace. Vous êtes en droit de vous dire encore un truc d'IA qui ne sera pas concret, parce que souvent on ressort avec des choses qui sont... Il y a un effet démo qui est très bien, mais quand on veut l'utiliser, ça ne marche jamais exactement. Enfin, c'est assez difficile à appliquer. Là, ce que je vais vous présenter, c'est prêt à l'emploi. C'est-à-dire que vous allez pouvoir télécharger un kit que vous allez pouvoir utiliser dès ce soir. Vous pouvez également vous dire le résultat risque de me décevoir. Ça, c'est l'effet démo. En démo, quand tout est parfaitement maîtrisé, c'est parfait. Puis ensuite, quand on a un autre cas d'usage qui sort un peu de ce qu'on a prévu dans la démo, ça ne marche pas tout à fait bien. Là, on va le voir.
J'en parlais un peu tout à l'heure par rapport à la stratégie, à la place de l'humain dans cette méthodologie. On est sur ce qu'on appelle alors, je ne sais pas si c'est un nom de stratégie, mais peu importe, le human in the loop au bon moment. C'est-à-dire que, donc, je parlais de jeu d'itération tout à l'heure, l'humain, il est positionné de manière très précise pour avoir cette supervision, pour être sûr qu'au final, ce que vous allez produire, c'est ce que vous aurez pu produire. Donc si le résultat vous déçoit, c'est qu'a priori, le résultat vous aurait déçu également si vous l'avez fait vous-même, tout seul, tout du moins. Vu qu'on parle d'outils d'IA, voilà, je vais présenter plusieurs outils, on a en droit de se dire aussi, ça risque de coûter une blinde, ça ne sera pas forcément rentable, ça ne sera pas forcément applicable. On verra à la fin combien tout ça peut coûter, mais en gros, ce que je peux dire, c'est que si vous gagnez ne serait-ce qu'une heure par mois, véritablement moins de 10 heures par an, c'est déjà rentable. Ou si vous gagnez un peu de confort et de paix mentale, c'est déjà rentable. Croyez-moi. Et ensuite, le dernier truc qui revient assez souvent, c'est, quand on parle d'IA, c'est que ce qu'on est en train de voir là, dans un mois, ça sera peut-être obsolète. Ou peut-être dans 2 jours, parce que c'est ce qui se passe, il y a toujours des nouveautés. Encore une fois, j'insiste sur le fait que c'est une méthode, c'est pas juste un outil. Donc, dans la méthode, ça intègre des outils. S'il y a un outil à un moment qui se fait remplacer parce qu'il est plus cher, moins cher, plus intéressant, moins intéressant, on l'enlève, on le remplace et la méthode, elle, ne change pas. Moi, personnellement, c'est quelque chose que j'ai mis sur pied petit à petit depuis un peu plus d'1 an, que j'utilise depuis un peu moins d'1 an maintenant. Et la méthode, je l'ai stabilisée au fil de l'eau et je l'utilise. Et il y a beau avoir 18 révolutions, GPT-5 qui est sorti, etc. Au final, la méthode, elle, ne change pas. Voilà, maintenant que j'ai parlé de ça, on en vient, alors là pour le moment je suis obligé de vous donner un peu la théorie, puis après l'objectif c'est qu'on fasse une démo en live et que vous puissiez vous approprier directement les outils, et si on a le temps, on a commencé en retard, mais si on a le temps que vous puissiez le tester directement sur vos ordinateurs, c'est le but. Le fondamental du fondamental, il est dans l'input. Ça se compose il y a 2 types de sources, hein. Donc l'input c'est l'entrée, c'est ce qu'on va fournir pour produire quelque chose. Moi, j'aime beaucoup travailler avec des audios. Pour une chose très simple, c'est que déjà l'audio, c'est quelque chose d'intuitif et de naturel. C'est-à-dire que quand j'ai une propale à faire, ça commence très souvent de la même manière. Soit c'est un rendez-vous client, et le client me briefe sur son besoin, etc. Soit c'est un appel de découverte de qualification, soit c'est un brief, un brainstorm avec l'équipe au sujet d'un appel d'offres. Enfin bref, l'audio, il est déjà là dans notre vie. La méthode, elle sera facilement applicable si on ne change pas trop ce qui existe déjà dans la vie. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que l'audio, alors quand on parle d'intelligence artificielle, on parle de dimension, de plan. C'est un aspect un peu mathématique, mais l'audio, contrairement à l'écrit, il se situe sur ce qu'on appelle un hyperplan, c'est-à-dire qu'il est en plusieurs dimensions. Un écrit, au mieux, on peut hiérarchiser l'information. Il y a un paragraphe ou un titre qui va être plus important qu'un autre, mais c'est à peu près le seul niveau qu'on a, sinon c'est relativement plat. Un audio, et les outils d'IA nous permettent de faire ça, un audio, on peut récupérer une émotion, on peut récupérer des hésitations, on peut récupérer un niveau d'information bien plus gros, parce qu'on a justement cette multidimension à travers l'audio. Donc au-delà du fait que c'est hyper intuitif, en plus de ça, on récupère beaucoup plus d'informations. C'est pour ça que l'audio est une composante importante de la méthode. Moi, personnellement, j'utilise un dictaphone, mais en fait, le téléphone fait tout à fait le boulot. Pourquoi je conseille un dictaphone séparé? Parce que ça permet d'enregistrer plus facilement une conversation téléphonique, c'est accessible, on ne s'embarrasse pas avec le téléphone, alors, surtout des formats pocket comme ça, on le pose sur la table, ça capte une réunion, ou même ce que je fais très souvent, c'est que quand je vais à un rendez-vous client, quand je repars de ce rendez-vous client et que j'ai encore tout en tête, plutôt que de prendre des notes, etc., dans la voiture, je le branche et je parle. Je me parle à moi-même un peu comme un médecin qui utilise l'audio, hein, il n'y a rien d'inventé là-dedans, qui utilise l'audio pour faire un compte-rendu plus rapide. Je préconise, j'ai rien à vous vendre aujourd'hui, hein, je n'ai pas d'action chez Plaude, moi je préconise ce genre d'outil. Pourquoi? Parce que derrière, il y a de la retranscription automatique avec l'intelligence artificielle, donc ça peut être utilisé en dehors. Là, pour la méthode que je vais présenter, ce n'est pas utile, mais ça peut être utilisé pour bien d'autres cas d'usage. L'avantage aussi, c'est que c'est assez bien foutu, hein, c'est la taille d'une carte de crédit, il y a la petite pochette aimantée, donc on le met derrière le téléphone, on l'oublie, bon bref, alors que le gros dictaphone de l'inspecteur d'Eric, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, donc je vous invite à commencer à intégrer de l'audio dans la méthode.
On va voir un deuxième élément qui va être important, ça va être tout ce qui est Canva template. Parce qu'encore une fois, l'objectif et le critère de succès de ce genre de choses, c'est qu'on va structurer l'entrée, on va structurer la sortie, de manière à avoir un résultat qui est prédictible. Tous ces templates-là, c'est typiquement ce que vous allez pouvoir télécharger. Il y aura une partie où il faudra le personnaliser parce qu'il faudra que ça soit adapté à votre marque, à votre entreprise, à ce que vous savez faire, etc. Mais on va utiliser le format Markdown, qui est un format, on va dire, pivot, qui est à la fois intelligible facilement intelligible, on va dire, par la machine, mais également par l'humain. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de compétences techniques et ça permet quand même un petit niveau de priorisation supplémentaire. Concrètement, ça va nous fournir l'essentiel des sources et ça va nous fournir l'essentiel de la structure. Donc là, on va avoir le contexte, là, on va avoir la structure. Les deux ensemble, en fait, c'est ce qui fait qu'on a les meilleurs résultats possibles avec une IA générative. J'ai mis des exemples de logiciels par rapport au Markdown. En fait, c'est du texte. Il n'y a pas de mystère là-dedans. Mais il y a des logiciels qui permettent plus facilement de mettre un titre, une liste à puces, etc. Que ce soit sur Mac ou Windows. Jusque-là, c'est gratuit. Donc ça, j'en ai un peu parlé. Ce que vous allez retrouver dans le kit que vous pourrez télécharger juste après, c'est que vous allez avoir une bibliothèque de prompts séquencés. Donc il n'y aura même pas besoin de réfléchir au prompt. Le prompt, vous avez dû entendre parler depuis 3 ans, c'est quelque chose qui est assez fondamental, où on doit expliquer le rôle, le contexte, etc. etc. Bon, maintenant, on parle de prompt, d'ingénierie de prompt, c'est un peu pompeux en soi, il suffit de savoir 2-3 théories et puis tout le monde sait faire des prompts. Là, en fait, c'est juste que ça vous gagne du temps parce que ça a déjà été testé et qu'il n'y a plus qu'à copier-coller et de remplacer 2-3 mots. Et ensuite, on a les consignes générales qui donnent un contexte général aux différentes IA. Donc là encore, c'est fait pour que si on n'utilise plus l'outil A mais l'outil B, ça marchera bien. Et après, on a les différents templates, les différents canevas. On va faire un premier jeu itératif, un premier aller-retour avec un outil que je préconise qui est NotebookLM, un outil de Google. Pourquoi cet outil? Parce qu'il est fait pour fonctionner en vase clos, c'est-à-dire qu'on lui donne des sources et il ne se base que sur ces sources pour produire ce qu'on lui demande de produire. C'est une option qu'on peut retrouver sur d'autres outils comme ChatGPT où on peut lui dire reste hors ligne, en gros, sauf que cet outil-là a été fait exactement pour ça. Donc c'est dans son essence même de fonctionner de cette manière. Pour l'avoir testé depuis, encore une fois, près d'1 an, il fonctionne extrêmement bien. Il m'a, pour ainsi dire, jamais déçu. Et il cite systématiquement les sources. Donc on évite le risque d'hallucination, parce que quand on fait une propale et qu'on met le doigt sur un truc que le client n'a jamais dit et puis qui est complètement hors sujet, ça ce serait un gros problème. Donc avec NotebookLM, on est sécurisé de ce point de vue-là. Donc on fournit tout le jeu de templates, on fournit les audios à NotebookLM, on fait un premier aller-retour et ça va nous générer des notes de synthèse de l'audio, ça va nous générer une première trame de propale. Pourquoi je parle de trame de propale et pas de propale directement? Le format, c'est encore du Markdown. Donc on est encore à l'étape de brouillon. La trame de propale, c'est important. Enfin, qu'est-ce que j'entends par trame de propale? On va avoir les grandes idées et on va avoir surtout le storytelling de la propale. S'il y a des commerciaux dans la salle, le plus important, c'est pas de tartiner son savoir. Le plus important, c'est de viser juste, de dire précisément ce que le client a envie d'entendre au bon moment, au bon endroit. Et surtout, d'avoir une logique, donc du storytelling dans la manière dont on répond. La trame de propale, elle répond à ça. C'est l'histoire qu'on va raconter, c'est la narrative qu'on va raconter. On va avoir déjà des textes générés qui valent ce qu'ils valent. Des fois, les IA génératives, c'est pas terrible à ce niveau-là, mais c'est pas grave parce que ce qui nous intéresse là, c'est surtout d'avoir la trame sans avoir à se prendre la tête de qu'est-ce qui a été important dans les conversations que j'ai eues avec mon client. Qu'est-ce que j'ai pu percevoir au-delà des mots, etc., etc. Donc ça nous donne une première trame. Ensuite, on va faire un deuxième aller-retour avec un deuxième outil, ChatGPT, mais ça pourrait être n'importe lequel. Lui est effectivement assez puissant parce qu'il a une très grosse base de connaissances. Là, l'objectif, on va chercher deux choses. On va chercher la vérification croisée, c'est-à-dire qu'on a une première trame de propale faite avec NotebookLM, on va la soumettre à un deuxième outil en lui disant agis comme un directeur commercial et critique ma proposition commerciale, challenge-la et note-moi tout ce qui va pas, tout ce qui pourrait être amélioré, etc. et propose-moi des suggestions. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, on va lui demander de l'enrichir. Parce que comme je l'ai dit juste avant avec NotebookLM, on est en vase clos, on est hors ligne, on n'est que avec les sources qu'on lui a données. Mais il y a peut-être des idées intéressantes à aller chercher à droite, à gauche. C'est là où la vérification croisée et l'enrichissement
online cette fois-ci d'un chat GPT va nous intéresser. Donc pareil, il y a une bibliothèque de prompts, il y a juste à copier-coller, c'est assez facile. On lui fournit, il y a une portabilité aussi. L'objectif de la méthode, c'est d'avoir une portabilité d'outil à outil et de ne pas systématiquement réexpliquer « je suis en train de répondre à une propale pour le projet de trucs, etc. » parce que tout aura été déjà stocké dans un coin et transposable, portable via le format Markdown. Tout ça pour arriver à une version 2 de la proposition commerciale. Là, je passe assez rapidement, je ne parle pas de la position de l'humain là-dedans, mais bien entendu, à chaque fois, il intervient en supervision dans les différents allers-retours. Et il y a un ajustement qui peut être nécessaire. Des fois, c'est bon du premier coup, mais il y a un ajustement qui peut être nécessaire pour avoir vraiment le résultat que vous cherchez. Et cette trame de Propal V2, donc qui est enrichie, qui est corrigée, qui est challengée, potentiellement, elle peut suffire. Et donc là, le travail, donc tout ce que j'ai décrit là, potentiellement, ça peut être fait en littéralement moins d'1 quart d'heure. Ce qui prend le plus de temps, en fait, c'est la relecture et c'est de prendre un peu de recul, de dézoomer et de se dire est-ce que ce qui a été généré, c'est cohérent par rapport à mon ressenti. Encore une fois, une intelligence artificielle, c'est tout sauf intelligent, ça ne vide pas d'émotion, c'est là où l'humain doit apporter ce que l'IA ne saura jamais faire. À partir donc de là, soit la propale vous convient, la trame de propale vous convient, et donc en l'état, on peut le copier-coller, l'envoyer dans un mail ou récupérer les textes et puis les mettre dans votre modèle de propale habituel et le job est fait. Soit on peut aller un tout petit peu plus loin et utiliser un outil comme par exemple GenSpark, qui est ce qu'on appelle un agent. L'agent, il va un peu plus loin puisqu'il est en capacité de prendre des décisions. Il ne génère pas juste du texte, il prend des décisions sur ce qu'on lui demande. Donc pareil, dans la bibliothèque de prompt, on va retrouver à peu près tout ce qu'on a besoin pour ça. GenSpark, ça peut être intéressant parce que ça va pouvoir nous générer des slides, une présentation en partant de tout ce qu'on a généré avant. Trame de propal, V2, V1, notes de contexte, etc. Je préconise pas forcément là, on a un petit aperçu. Le résultat, il est intéressant parce que ça va à chaque fois, parce que le modèle a été entraîné pour, ça va à chaque fois se poser la question, quelle est la meilleure manière d'afficher l'information, de faire passer le message. Il y a le fond, on a travaillé sur le fond tout à l'heure, un peu de storytelling entre le fond et la forme. Là, on est vraiment sur la forme, on boucle la boucle. Certes, ça peut donner des bonnes idées, mais le résultat généré, sauf quand vraiment on n'a pas le temps, voilà, ça, entre guillemets, ça fait IA. C'est-à-dire que la présentation, une fois qu'elle sort de GenSpark, c'est pas dingue, c'est pas à votre logo. Alors on peut créer des modèles, etc., mais là, ça prend du temps. Moi, je trouve que c'est pas très intéressant. Par contre, comment je l'utilise et qui marche très bien, c'est que j'ai un document comme si ça me générait un brief, en fait. Ça me fait un zoning, un wireframe. C'est-à-dire que derrière, j'ai un document qui me donne plein d'idées. Et qu'ensuite je peux m'inspirer très facilement, encore une fois, énergie de cerveau préservée, j'ai pas à me poser toutes les questions parce que j'ai déjà quelque chose qui est pré-mâché et qui est servi sur un plateau. Là, il y a un résumé de la méthode, hein, vous l'avez compris, en fait, il y a 3 grandes étapes, le fond, le storytelling et la forme, et on y viendra sur combien ça coûte, et je voulais juste dire un truc avant, mais ça m'a échappé, c'est pas grave. Concrètement, combien ça coûte? Alors, il y a 2 options. Hein. Il y a l'option je veux tester, je veux pas trop que ça me coûte cher. Donc, si on prend par exemple pas le dictaphone parce que vous utilisez le téléphone et qu'on prend que de NotebookLM, qui est à mon avis l'indispensable, ou alors NotebookLM et ChatGPT, globalement, on s'y retrouve pour à peu près 300 € par an, hors taxe, je crois. Pour une personne. Après, les comptes peuvent être partagés, donc le pour une personne, ça peut être pour 10, mais encore une fois, 300 € par an par rapport au temps qu'on peut gagner ou par rapport à l'énergie qu'on peut gagner, c'est assez ridicule. Et après, si on prend la totale, en fait, avec GenSpark, je crois que GenSpark fait partie des plus chers, non, c'est ChatGPT, pardon, on arrive à même pas 1 000 € par an. Voilà, donc ça, c'est l'objectif, c'est de parler concret ce matin, c'est pour ça que j'ai voulu vous donner les prix. Ça représente cet ordre de grandeur-là. Il est 10h50, j'avais prévu de faire une mini démo pour que ce soit plus concret. Pour ça, j'ai créé une entreprise fictive, qui est un cabinet de conseil d'ingénierie dans les travaux publics, travaux publics conseil, je ne me suis pas trop embêté, TPC. Et concrètement, comment ça se présente? Pour le moment, je vais vite, et après, s'il y a des questions, on prendra peut-être un petit moment à la fin. Est-ce qu'on voit mon écran? Pas du tout. Alors, partager un écran. Parfait.
Donc, voici un exemple d'audio. Ok, suite à l'appel. Voilà, c'est un audio dégueulasse. Avec Monsieur Leroy et Madame Dubois. Donc il y a 5 minutes d'audio où en gros je simule l'appel, je simule pardon le débrief suite à un appel avec un client. Ce que j'ai à faire concrètement, c'est de personnaliser mes consignes générales tout au début avec qui je suis. Donc ça c'est petit paragraphe pitch de mon entreprise. Je suis un cabinet de conseil, ingénierie, blablabla. Concrètement, qu'est-ce que je fais? Je fais de l'étude, je fais de l'accompagnement de projet, de l'AMO, etc. etc. Ça prend 10 minutes à faire et une fois que c'est fait pour toutes les propales. C'est la présentation de votre entreprise. Alors oui, c'est plutôt tout ça parce qu'on va expliquer les différentes missions, etc. Ça va être important pour l'IA pour qu'elle puisse répondre par rapport à votre contexte, à vous. Une fois que ça c'est fait, donc moi je vais vous fournir le template de ça, il faudra juste remplir ça. Une fois que ça c'est fait, on va donc envoyer à NotebookLM grâce, je vais y arriver, voilà, une bibliothèque de prompts que vous avez là. Donc d'ailleurs le Markdown, j'en profite, ça ressemble à ça, c'est-à-dire qu'à gauche c'est le format brut, donc qui est assez bien hiérarchisé, priorisé, etc. Et à droite, c'est la version visible. Donc ce qui est bien, c'est que ce genre de logiciel nous donne le rendu en direct, même si ici, ça reste quand même assez visible. Mais voilà, par exemple, pour mettre un titre, il faut mettre un dièse. Voilà, c'est ce genre de codification qu'on va utiliser. Donc cette bibliothèque de prompt, elle fonctionne comme ça. Et en fait, elle va au-delà de la bibliothèque parce qu'elle nous donne tout le séquençage. Ça, il n'y a pas besoin de réfléchir. Il y a phase 1, on génère la note de synthèse issue de l'appel de découverte, mais ça peut être de n'importe quel audio. Et ça, on va le répéter sur autant d'audio que vous avez. Si vous avez 18 audios, on va le faire autant de fois qu'il y a d'audio. Ça va nous générer une note de synthèse par audio. Donc à chaque fois, on indique quelle source on donne à NotebookLM, quel est le prompt à copier-coller et qu'est-ce qu'on est censé faire de la sortie. On retrouve cette logique input, output, outcome pour mesurer ce qui a été fait au niveau de l'output, etc. On a la phase 2. On génère la trame de la propale dans ChatGPT, etc. Enfin voilà, tout est expliqué dans ce document. Ça, c'est un peu la Bible et la documentation de la méthode. Les notes de synthèse, elles ressemblent à ça. Donc là, je ne sais pas si vous voyez dans le fond, mais concrètement, ce qu'on a réussi à extraire de simplement un audio de manière structurée, encore une fois, c'est le contexte du client et de son environnement, c'est les besoins et points de douleur exprimés par le client, donc on va retrouver les problèmes clés identifiés, les conséquences de ces problèmes. On va également extraire les besoins et enjeux latents et inférencés de l'audio, ce qu'on a perçu au-delà des mots, tous les angles morts dont on a parlé tout à l'heure, tous les objectifs non explicites mais qui peuvent être cruciaux et sur lesquels il faut qu'on appuie dans la réponse, dans notre trame de réponse, les objectifs et attentes du client, etc. etc. Enfin bref, ça ressemble à quelque chose, à un brief qu'on donnerait à un commercial pour qu'il puisse répondre. Ça, on va le générer autant de fois qu'on a besoin. Et petit à petit, ça va nous donner une trame de propale qui ressemble à ça. On pourrait s'imaginer qu'une slide, une grande idée, introduction, contexte client, compréhension du besoin, approche et solutions proposées, etc., etc. Et petit à petit, on va, nous, humains, donc superviser ça et rajouter ce qui va nous manquer. Donc notamment, ce que NotebookLM ne sait pas faire et que globalement une IA générative ne sait pas faire, c'est faire des calculs. Donc ne demandez surtout pas à un ChatGPT ou un NotebookLM combien ça pourrait coûter parce que ça n'est pas fait pour ça. Là, c'est à vous, en tant que commercial, de faire votre boulot par rapport à ça et de dire, ok, voilà, le séquençage tel que ça a été présenté par le client, tel que j'ai perçu les choses à travers mon échange avec le client, je vais le phaser comme ça va coûter tant, etc. etc. Après, voilà, il y a une partie qui n'est pas faite, mais ça, c'est une trame. Et après, le jeu, ça sera de transformer cette trame en le format que vous voulez, PowerPoint, mail, tout ce que vous voulez. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure et qui me revient, c'est que même si, dans le pire des cas, tout ce qui a été généré n'est pas satisfaisant en termes de forme. En termes de fond, croyez-moi, l'IA sera meilleure que l'homme pour penser à tout. En termes de forme, par contre, ça peut être des fois limite parce que les phrases, elles sont un peu pompeuses, elles sont un peu, voilà, c'est un peu souvent le côté déceptif de l'IA. Et bien, quand bien même vous n'êtes pas satisfait sur la forme, ce que tout ça aura permis,
et qui n'est pas forcément fait parce que ça demande beaucoup de rigueur si on se force pas à le faire, c'est qu'au moins vous avez une documentation de tout le process de réponse. C'est-à-dire que tout ça, si vous le mettez dans un CRM, vous pouvez très facilement demander à un assistant commercial ou à n'importe qui de dire « Ok, en fait, j'ai pas besoin de te briefer parce que tu as déjà tout. Tu as déjà les notes de synthèse. » En fait, vu qu'on fait l'effort de l'expliquer à l'IA, tout est documenté pas à pas et n'importe qui peut le reprendre. On peut le mettre en pause, revenir dessus. Donc, ça permet au moins cette vertu de tout documenter. Donc NotebookLM, ça se présente comme ça. On lui donne les sources et on coche ou décoche les sources qu'on veut qu'il exploite pour générer notre réponse. Et ensuite, on lui dit, si je reprends ma... Ah, je ne l'ai plus. Si je reprends ma bibliothèque de prompt et que je demande une note de synthèse sur un audio, on va le faire de 0 d'ailleurs, je crée un notebook, c'est extrêmement simple. Je fournis ma source, je lui donne un audio, je lui fournis mes consignes générales, je lui fournis le template de sortie que je demande pour qu'il me génère ma note de synthèse. Donc là, c'est expliqué là, ce que je viens de dire. On lui donne les consignes générales, on lui donne la trame de sortie, on lui donne l'audio. Mais ça peut être également, parce que je parle beaucoup d'audio, parce que l'audio marche très très bien, mais ça peut être également le fameux cahier des charges de 120 pages d'un appel d'offres. Maintenant, attention, plus il y a de documents, potentiellement moins c'est précis. Donc là, ce qui pourrait être intéressant dans le cadre d'un appel d'offres, c'est d'abord de le comprendre en tant qu'humain, d'en ressortir des premières idées et éventuellement de faire un débrief à l'audio, encore une fois, parce qu'à l'audio, on a plusieurs dimensions qui s'offrent à nous. Je prends le prompt de la bibliothèque de prompt. Ça s'appelle débrief audio. Je copie-colle. J'attends quelques secondes et je vais avoir automatiquement ma note de synthèse de cet audio. Il ne faut pas faire tous les audios en même temps. Encore une fois, je pense que vous l'avez compris, je répète parce que c'est vraiment important. C'est ce côté aller-retour, succession d'aller-retour qui garantit le succès. Et là, ça va me donner sur la structure que j'ai demandé, donc ça sera tout le temps la même structure, ça va m'extraire automatiquement les informations essentielles que j'aurais pu capter moi-même, voire même que j'aurais pas forcément perçu, que ensuite je transforme en note de synthèse et ainsi de suite, jusqu'à arriver à ma première trame de propal. Ce qui peut être également intéressant, c'est avec un outil comme NotebookLM, ça c'est un petit bonus, c'est que ça va être en mesure donc de prendre en compte tout le contexte que je vais lui donner pour me générer par exemple... Bienvenue. Aujourd'hui, on a un défi assez précis. On part de documents assez bruts, des notes, un enregistrement. J'ai un podcast audio automatiquement généré. Pour aider Ce qui permet là encore d'introduire ce qu'on appelle la fameuse vérification 3D. C'est-à-dire que pour 3D, croisé, pardon. Pour être sûr que l'IA a bien compris ce que je lui avais envoyé, on lui fait générer soit la carte mentale, soit le podcast audio, et on l'écoute. Encore une fois, c'est assez facile, c'est assez même agréable à faire. Si on voit que ce qu'on a compris nous est la même chose que ce qu'il a compris lui à travers le résumé audio, vérification croisée, on se dit ok, l'IA a bien cerné le besoin de mon client. Donc voilà, il y a des vérifications, c'est ce qu'il faut garder en tête. Encore une fois, il y a des vérifications à faire. L'humain est superviseur de cette méthode. C'est NotebookLM, ouais. Il sait faire également des résumés vidéo. Honnêtement, c'est pas terrible parce que c'est de l'audio avec des slides. Bon, ça sert pas à grand chose. Mais le résumé audio, il est bluffant parce que ça nous génère un podcast. Il y a deux personnes qui parlent de manière assez fluide et naturelle. Et pendant un quart d'heure, ça nous fait le topo du projet. Ça peut être utilisé encore une fois pour briefer un collaborateur. Mais en vérification croisée, je trouve que ça marche bien parce qu'on prend un quart d'heure en voiture. L'audio, c'est fantastique l'audio. C'est un outil qu'on n'utilise pas assez, qu'on considère pas assez comme un outil. Mais je vais en course, je prends ma voiture, je mets ça entre guillemets, je dis pas qu'il faut travailler 24/24, mais ça permet des choses que ne permet pas le texte où il faut être pleinement concentré, etc. Et ben j'ai envie de dire, à vous de jouer. Si vous voulez commencer à tester dès maintenant, je vous ai mis automatiquement, alors j'espère que le QR code va marcher, je vous ai mis
tout ce que j'ai montré là, donc avec tous les templates, la bibliothèque de prompt, etc., je pense qu'on pourra, vu que vous avez été inscrit, on pourra vous l'envoyer, hein, donc vous l'aurez. Mais c'est que là, je pense qu'on a peut-être encore 20 minutes. Vu qu'on a commencé 20 minutes, une demi-heure en retard. Ouais, on a peut-être 20 minutes, donc ceux qui ont les ordi, ça peut être pas mal de vous approprier le truc. Alors, il n'y a pas d'audio. Donc là, ça va être un test sur la base de autre chose que de l'audio, ou alors vous générez un audio rapide. Mais vous pourrez au moins commencer à découvrir les différents fichiers et commencer peut-être même à les personnaliser. Pendant ce temps-là, on peut peut-être se faire une petite session questions-réponses. Il y a des choses sur lesquelles je suis allé vite, parce que c'est vrai qu'en moins d'une heure, on n'a pas le temps de niaiser. Est-ce que globalement le sujet est clair? Ouais, Cédric. On parle beaucoup de tester avec les amis, sachant qu'on est dans l'écosystème Google. Ça donne à peu près les mêmes résultats. En fait, vu qu'on l'utilise en vérification croisée principalement et en enrichissement d'idées, ça donne à peu près les résultats. Moi, par habitude, j'utilise ChatGPT, mais... J'ai vu que du coup, Gemini avait commencé à rattraper, voire dépasser les tonnes. En fait, ça fait ça, en fait. Ouais. Mais oui, effectivement, après, il y en a qui sont peut-être un peu plus efficaces, par exemple un Perplexity, qui est... En fait, à partir du moment où c'est pas juste de la génération de texte pour de la génération de texte, nous, ce qu'on cherche avec la vérification, ce qu'on cherche à avoir, c'est une IA qui a été entraînée, mais qui a l'habitude aussi d'aller chercher sur Internet pour voir d'autres choses, etc. Perplexity marche très bien, ChatGPT, Gemini marche très bien. Et après, les variations, elles vont se situer au niveau de la rédaction, de la forme. Mais encore une fois, la trame, vous l'avez vu, il n'y a pas grand-chose, c'est les grands titres, c'est les grandes idées, en fait, puis quelques paragraphes. Donc là-dessus, mais Gemini marche très bien, ouais. NotebookLM, je dirais, il est important au début, parce qu'on est sûr qu'il ne parte pas en vrille. Et après, le LLM intermédiaire marche très bien, ouais, ça marche très bien. Tout marche très bien tant que c'est des modèles assez puissants. Parce qu'après, il y a des modèles, par exemple, open source qu'on peut installer en local sur sa machine. Ou alors, il y a des modèles spécialisés. Si effectivement, on prend un modèle spécialisé pour reconnaître des maladies sur des plantes, ça ne marchera pas terrible si on fait une propale dans l'ingénierie, quoi. Mais un LLM, on va dire, généralisé, assez puissant, comme ChatGPT ou Gemini, ça donne à peu près les mêmes résultats. Ça marcherait bien. Après, moi, par habitude, j'utilise ChatGPT. Et je ne conseille pas de switcher. Une fois qu'on choisit un modèle qui marche bien, en fait, vous l'avez compris, on réduit un peu à chaque fois, vu qu'on utilise plusieurs outils, on réduit à chaque fois la responsabilité et la part de chacun des outils. Ce qui fait qu'à la fin, entre guillemets, par la loi sage des foules, on arrive à des résultats qui sont bons, peu importe le modèle qu'on utilise. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des choses pas claires? Ah, tout a été clair. Oui, Romain. Pourquoi GenSpark du coup? Tu t'en sers pas vraiment pour faire tes slides? En fait, ça me génère un premier... C'est vrai que je peux faire la démo. Ça me génère un premier... Je vais faire la démo parce que ça prend un peu de temps. Donc je vais la lancer en parallèle. Donc GenSpark, ça se présente comme ça. Nous, ce qui nous intéressait, c'est de créer une diapo. Voilà. Donc, vu que j'ai tout documenté, je lui donne consigne générale, trame de propale. Et qu'est-ce qu'il faut que je donne également? C'est tout. Je lui copie-colle le prompt pour qu'il se débrouille. Donc pareil, les prompts, vous pourrez les adapter, hein. Moi, là, c'est quelque chose que moi j'utilise avec une slide, une idée. Bon, après, c'est des trucs un peu, c'est des basiques de la proposition commerciale. Maintenant, il n'y a pas une seule manière de faire. Donc, par contre, ce que je vous invite à faire, c'est pas de le modifier à chaque fois. C'est-à-dire, appropriez-vous cette bibliothèque de prompts, partagez-la avec vos équipes et ajustez-la au fur et à mesure. Comme ça, vous allez avoir un truc qui sera vraiment propre à vous. Donc, pour répondre à la question, GenSpark, il y a une version gratuite, mais là, moi, je suis en gratuit, là, donc je pense qu'il va me générer 2 slides, puis il va s'arrêter. Mais moi, je l'utilise surtout en source d'inspi. C'est-à-dire qu'il y a des fois, j'ai le storytelling, je sais comment je vais raconter mon histoire, j'ai ma trame, donc j'ai mon fond, j'ai mes grandes idées, mais des fois, c'est pas forcément évident, ça me demande un gros effort de réflexion, pour me dire quelle est la meilleure manière
d'afficher l'information. Est-ce que c'est un graphique? Est-ce que c'est une liste à puces? Est-ce que là, il faut que je mette des images? Est-ce que voilà. Et par rapport à ça, plutôt que, alors si on a déjà un modèle, ça ne sert pas à grand-chose. Mais si on n'a pas de modèle ou qu'on a envie de voir un peu ce qu'une IA pourrait proposer, ça permet d'avoir des bonnes idées en fait et de se dire bon bah cette manière de présenter l'info, elle me paraît claire. Est-ce que j'affiche le planning à côté du budget? Est-ce que j'affiche que le budget? Est-ce que j'affiche le budget en 2 slides? Enfin, le fait que ça nous génère quelque chose, on arrive plus facilement, je trouve, ça c'est un effet très métapsychologique, mais ça, on se met beaucoup plus dans la peau du client. Parce que quand on génère sa propre proposition commerciale, on est dedans, on a la tête dans le guidon, on n'est pas forcément les meilleurs à juger. Par contre, quand on nous génère une slide et que ce n'est pas nous qui l'avons générée, en fait, on devient client de ce qui nous a été généré. Et si il y a une slide qui nous marque, il y a des chances que ce soit une slide qui marque le client. Donc c'est bien aussi de faire ce jeu entre, moi ce que j'appelle, j'aime beaucoup ce terme, le sparring partner intellect. Sparring partner, c'est issu du sport, tennis, boxe et golf, je crois, principalement. Et l'objectif, c'est que l'IA, elle joue ce rôle de sparring partner, elle va nous challenger, elle va nous pousser dans nos retranchements et elle va nous permettre de donner le meilleur de nous-mêmes. Donc là, voilà, ça travaille. Là, on voit le côté agent. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse sur le côté agent. Il est en capacité, par rapport à un prompt, de savoir quelle est la succession d'étapes qui est la plus pertinente pour arriver au résultat que je lui ai demandé. Ça, c'est la particularité du mode agent par rapport à juste une génération type ChatGPT. Donc, on voit que, alors là, j'ai passé un peu vite, mais on voit tout son processus, tout son raisonnement. Je vais d'abord essayer d'aller chercher de l'info là-dessus, puis ensuite, je vais générer ma slide, etc. Donc là, ça nous donne, voilà, un exemple. Alors, c'est assez long, hein. S'il me génère que 2 slides, ça ne va pas être terrible. Mais en gros, ça permet de se dire, OK, présenter les choses comme ça, avec le niveau de texte, avec le niveau, etc., ça m'intéresse, je vais m'inspirer de ça pour mon vrai modèle à moi. Voilà comment moi je l'utilise. Parce que l'envoyer tel quel, alors ça fait le boulot, hein, et j'ai vu beaucoup de propositions commerciales beaucoup plus sales que ce que génère Genspark, mais je trouve que c'est assez light, quoi. Voilà, ça donne des pistes assez concrètes de comment on peut présenter les choses, quoi. Est-ce que j'ai répondu à... La bibliothèque de prompts partagés, tu la gères avec Drive aujourd'hui? Ouais. Drive, et en fait, j'ai une version template que je duplique à chaque fois pour chacun des projets pour l'ajuster. Et j'ai un versionning. Et après, alors, chez nous, vu qu'on est 4, je suis le seul à travailler dessus, parce que je suis le principal utilisateur de ça, même si du coup de plus en plus ça facilite, Maëlle peut répondre à des propals, etc. Plus facilement, là où avant il aurait fallu que je travaille en binôme avec elle. Mais effectivement, Drive comme ça, c'est une bibliothèque partagée, collaborative. Et c'est l'avantage du Markdown ou d'un fichier texte, hein. Je dis Markdown, mais fichier texte, ça fait le boulot aussi. Ça permet, c'est accessible à tout le monde. Je pense que l'élément important de ça, qu'il faut retenir, c'est vraiment le côté audio, exploiter l'audio, voyez l'audio comme un véritable outil, et organisez-vous au travers de cet audio. Ce qui en plus, je trouve, créera une boucle vertueuse, parce que ça incitera, chaque fois que c'est possible, d'appeler le client, de poser des questions. On le voyait par rapport au quiz au départ. On passe pas assez de temps avec les clients en tant que commercial. On est aujourd'hui, les meilleurs commerciaux sont ceux qui ont les meilleures relations avec leurs clients, parce que c'est ce qui fait 90% de la vente. Ça dépend des fois. Le cas des appels d'offres, c'est un peu différent. Mais ça incite à générer de l'audio, à générer de la source, de la matière qu'on va exploiter. Et pour générer de l'audio, le mieux, c'est d'appeler le client, c'est de le tester, de poser des questions, etc. Et ça, je trouve que c'est une boucle vertueuse dans une démarche commerciale. Voilà, là on a 2-3 exemples. Là il m'a tout généré. Donc ça me donne ça. Je ne sais pas si je peux le voir en grand. Voilà, donc là vous avez le truc de bout en bout. Moi je trouve ça pas terrible personnellement, mais par contre il y a des choses inspirantes, c'est-à-dire le fait de présenter les infos comme ça, de ne pas mettre trop de texte, d'avoir et les besoins et les enjeux. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, l'approche, les bénéfices.
solutions proposées, voilà, le fait de présenter le phasage de cette manière, je trouve ça intéressant, etc., etc. Est-ce qu'on a une partie budget? C'est un peu tout le temps la même chose, hein, c'est pas, voilà, encore une fois, c'est pas sensationnel. Mais c'est pas ça qu'on va garder tel quel. Après, quand vous avez vraiment pas le temps, ça fait le boulot, hein, mais générer de l'audio avec vous-même, devenez ce médecin qui, dès qu'il a une idée, parle à son dictaphone, et ça coûte 130 €, je crois, ou 150 €, et il n'y a pas forcément besoin d'abonnement. L'abonnement, il n'est pas obligatoire, en fait. Vous pouvez le prendre si vous voulez la partie IA derrière, mais juste la partie dictaphone, l'objet, il coûte 150 €, il est garanti 2 ans, et il se colle au téléphone, c'est super pratique, et ça permet assez facilement de générer toute la matière dont on a besoin assez facilement. Est-ce que vous avez pu réussir à télécharger les différents fichiers ou... Ah oui, pardon. Bon, il nous reste 10 minutes, on peut... s'il y a d'autres questions, s'il y a d'autres... Ouais. J'ai pas entendu, pardon. Ouais. Ouais, alors en version gratuite, c'est assez limité. En version payant, on peut le télécharger en PDF, PowerPoint, Google Slide. En fait, c'est du HTML qui est généré, donc on peut aussi l'utiliser en HTML, en version web, mais on peut l'exporter derrière dans le format qu'on veut. Et alors, je ne l'ai pas montré, parce que Genspark va assez loin, mais on peut gérer sa propre... Je ne sais pas si je vais pouvoir le montrer. On peut générer en fait ces modèles. Là, je ne suis pas au bon endroit. Voilà, on peut générer des modèles directement dans Genspark. Moi, je ne suis pas allé jusque-là, personnellement, je ne l'utilise pas autant. Je trouve que c'est le mauvais usage de l'IA, de vraiment faire à la place d'eux. Et je trouve que c'est décevant très souvent. Ça fait des trucs, alors pour un tout petit besoin, ça fait le boulot. Sinon, c'est assez souvent décevant. Et puis, il y a un sujet de souveraineté aussi, c'est-à-dire que tout ce que j'ai montré jusque-là, alors effectivement, ça se base beaucoup sur Notebook-LM, mais il n'y a pas que Notebook-LM. S'il y a un outil qui devient trop cher, qui disparaît, je ne sais pas, ça remet rien en cause en fait, parce que l'important, encore une fois, c'est la méthode, c'est la démarche, c'est de produire de l'audio à la base. Et ça, personne ne pourra vous le prendre. Commencer à se rendre trop dépendant d'un outil, attention en termes de stratégie, parce que le jour où quand ça marche très bien. Le jour où cet outil il est plus dispo, il s'est fait racheter, les prix augmentent. D'ailleurs, petite parenthèse par rapport à ça, par rapport à l'IA, parce qu'on n'en parle pas assez. La plupart, si ce n'est tous les faiseurs d'intelligence artificielle générative, ne gagnent pas 1 € aujourd'hui. Ils sont tous déficitaires. Alors, on parle de ouais, ils ont levé 100 milliards, machin, etc., mais ils sont tous déficitaires. Donc, il y a fort à parier que le modèle économique, alors la stratégie, on la connaît, elle n'est pas nouvelle, c'est que l'objectif, c'est d'inonder le marché, de récupérer la plus grosse part de marché, puis une fois que ça c'est atteint, les prix ils augmentent. Donc, aujourd'hui, on peut que se dire que ça va être une évolution naturelle, que ce qui coûte 20 $ chez ChatGPT aujourd'hui coûtera peut-être 200 demain. Il faut l'avoir en tête. Pour le moment, on bénéficie encore d'un prix ridicule, mais voilà, faut pas se rendre trop dépendant d'un outil. J'insiste une dernière fois, après je vous lâche avec ça. Attachez-vous à une méthode, parce que ça c'est votre méthode, personne ne pourra vous augmenter le prix de la méthode. Attachez-vous pas trop à un outil. Ce sera le mot de la fin. Merci de votre écoute en tout cas. Et comme on a toujours besoin de communication, si vous avez aimé, vous pouvez mettre vos 5 étoiles directement avec ce dernier QR code à flasher. Ça nous aide beaucoup. Vous n'êtes pas obligé de mettre un commentaire, juste un 5 étoiles, c'est... Ou 4 étoiles ou 3, mais... mais 5 étoiles, c'est mieux, quoi. Ça nous aide. Bon, merci de votre écoute et à bientôt.